J'invite à me rejoindre Grégory Richat et à distance, connecté avec Lilo, Philippe Biwix. Est-ce que Philippe Biwix m'entend? Bonsoir Philippe. Bonsoir, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez également? On vous entend très bien, c'est formidable. Merci et on va vous voir dans quelques instants. Mais je peux déjà vous présenter. Philippe Biwix, vous êtes ingénieur, directeur général d'AREP, l'agence d'architecture et d'urbanisme post-carbone, et auteur de plusieurs ouvrages sur la soutenabilité environnementale dans les secteurs de l'industrie, de l'économie, de l'urbanisme et tout simplement de la société. Grégory Richat, bonjour. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes, vous, directeur associé d'OPEO, qui accompagne les mutations industrielles, et cofondateur de Circular for Good, une communauté d'industriels et de chercheurs au service de la circularité appliquée aux industries. On est complètement dans le sujet. Et d'ailleurs, vous avez publié un ouvrage qui est intitulé « Pivoter vers une industrie circulaire ». Voilà. Alors, vous voyez Philippe en face de vous. Vous pouvez le regarder sur cet écran. Ça vous évite de vous retourner. Voilà, très bien. Philippe, vous nous voyez? Non, là, je vois le slide au fond. Bon, très bien. Ben, Voilà, on est devant, là, vous voyez, on est les petits bonshommes en bas à gauche. À tous les deux, je vous propose un temps d'échange d'une vingtaine de minutes sur cette question, sur cette double question en quelque sorte. Tout d'abord, comment concilier industrie et préservation des ressources? Et puis, d'élargir plus globalement votre vision à l'industrie à horizon 2050. Donc, comment concilier industrie et préservation des ressources? Et on élargit vers l'horizon 2050 votre vision. Et comme vous avez une grande habitude de cet exercice, je vous laisse discuter entre vous. Je reste dans le coin, j'interviendrai pour vous rappeler l'horaire peut-être, et puis pour solliciter les questions de la salle que les gens pourraient avoir envie de vous poser. Vous avez la parole. Qui commence? Je peux commencer, Grégory. On a eu déjà l'occasion de se croiser. Je rappelle, la Allez-y, dernière fois, Philippe. c'était en Nouvelle-Aquitaine. Allez-y, Philippe. On vous en prie. Voilà, donc je voulais commencer par m'excuser. J'aurais bien aimé être avec vous ce soir et je ne sais pas si, pour faire un jeu de mots, je ne sais pas si je vais réussir à élargir ma vision parce que c'est un décollement de rétine qui m'a obligé à rester au calme et à pas bouger pour plusieurs semaines, qui m'est tombé dessus. Et d'ailleurs, j'ai découvert que dans cette opération, on se fait injecter de l'hexafluorure de soufre dans l'œil, SF6, pour ceux qui connaissent, qui est d'ailleurs un puissant gaz à effet de serre. Voilà, donc je suis émetteur de quelques gaz à effet de serre complémentaires par rapport à d'habitude et je m'en excuse bien volontiers. Mais bon, petit clin d'œil pour dire que la chimie, parfois, peut être tout à fait utile au bien-être et à la santé, je le confirme. Alors, peut-être la première question d'abord sur les ressources. Oui. Alors, on pourrait prendre évidemment les ressources sous une forme très large. Vous savez, on accuse un peu les économistes libéraux du début du 19e siècle, David Ricardo en particulier, d'avoir dit que les ressources étaient gratuites et qu'elles ne faisaient pas l'objet des sciences économiques. Et quand lui, il parlait de ressources, en réalité, il ne parlait pas forcément des ressources minérales ou des ressources énergétiques, mais il parlait de l'eau, il parlait de l'air pur, des sols, et cetera, donc de tout ce qui nous entoure et on a eu l'occasion de mentionner qu'effectivement, la question de l'impact environnemental, est extrêmement, prégnant, évidemment, dans le domaine de l'industrie et de la chimie en particulier. Mais si vous m'avez invité, je me dis que c'était plutôt pour parler, de ressources au sens de matières premières, et donc la grande question, évidemment, c'est la dépendance, notamment au pétrole et au gaz, hein, de la chimie. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts mondiaux en tête, surtout que ça finit par bouger assez vite depuis la quinzaine d'années où j'ai eu l'occasion de travailler un peu pour quelques chimistes. Mais bon, je pense on se balade entre 5 et 15%, on va dire, du pétrole et puis du gaz à peu près. Donc on pourrait dire, bah, ça, c'est pas grave, on va continuer. Et puis tout le reste, les voitures, et cetera, le carburant, on va utiliser ça ailleurs. Mais je pense qu'il faut que chacun fasse sa part d'abord. Et puis, ça nous expose à des conditions de chaîne de valeur mondiale et après tout, bah, si dans le futur, il faut aller chercher du pétrole, mais seulement 15 du pétrole d'aujourd'hui, bah, à quel prix il sera? Est-ce qu'il y aura une pertinence économique et cetera? Donc je pense que, voilà, la chimie se doit de regarder, la question des matières premières. Alors, je pense que Grégory en parlera, mais une fois qu'on a dit ça, on tombe assez vite sur la chimie du végétal. Ça a été d'ailleurs, mentionné dans le cadre du plan France 2030 et puis, le recyclage auquel on pourrait rajouter un troisième pied peut-être qui est l'hydrogène, qui permet d'être un précurseur, potentiel de nombreux produits chimiques comme vous le savez sûrement, l'ammoniac, le méthanol, l'acide acétique et cetera. Alors, ce que je voulais mentionner, c'est sur ces pistes, c'est la question d'abord de la limite du recyclage. C'est-à-dire qu'on aura beau faire une économie circulaire au sens, voilà, de bien réemployer, réutiliser, récupérer, essayer de refermer les boucles au fur et à mesure, le plus possible et de partager.
il y a quand même énormément de productions qui sont par nature, par usage dissipatif, dispersif. On peut parler des additifs alimentaires, des usages agricoles, pesticides et autres, médicaux, les détergents, ça a été mentionné tout à l'heure avec le 19e siècle, les revêtements, les peintures, et cetera. Donc ça fait déjà une quantité de choses qui, par définition, qu'on va pas recapter et récupérer. Ça vient des choses qu'on va continuer à fabriquer et qu'on va aller, mettre dans les mains des consommateurs et dans l'environnement et dont il va falloir se préoccuper. Deuxième limite du recyclage, c'est la question de la complexité effroyable, de tous les produits qu'on fabrique et que ce soit en termes de matières premières, les milliers de produits chimiques différents, d'additifs et cetera, ou même en termes de complexité des produits eux-mêmes. Pensons par exemple aux produits électroniques. Et ça fait que, à cause du fait que les plastiques, par exemple, peuvent être souillés, peuvent être, de nature très différente, et cetera. Le 100 recyclage, ou 100 plastique recyclé, franchement, moi, j'y crois hélas pas trop. Je crois beaucoup plus à Notre-Dame, terminée en 2024, qu'à 100 de plastique recyclé. Parce que, voilà, ça dépend ce qu'on appelle ensuite un plastique, mais j'ai peur qu'on en soit très, très loin malheureusement. Philippe, peut-être qu'on peut faire réagir Grégory à ce stade. Grégory Ouais. Richat. Bah, oui, bah, déjà, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Ensuite, je pense qu'il y a un axe un peu orthogonal par rapport à l'énergie, c'est le lien entre l'industrie et toutes les ressources des autres matières premières. Enfin, voilà, tu en as cité plusieurs, mais on peut parler aussi du sable ou de toutes les matières, en fait. Enfin, voilà, on va pas toutes les lister, mais il y a quand même un phénomène, et on l'a bien vu, je pense, avec l'émergence de l'industrie, de se déconnecter aussi de la ressource naturelle pour aller vers des molécules de synthèse, de chercher aussi des molécules plus à bas coût. Donc là, on travaille avec des industries pharmaceutiques qui ont leur principe actif en Chine. Et donc la ressource a aussi, notamment dans tout ce qui est la chimie, et tout ça c'est lié aussi, on l'a vu, on parle du savon, on parlait de notre confort. Donc en fait, toute industrie a le paradoxe d'avoir permis une certaine forme de progrès, mais aussi c'est complètement décorrélé en fait et des limites planétaires et des ressources. Tout ça dans une croissance exponentielle où aujourd'hui on est, enfin voilà, on a déjà des contraintes de dérèglement climatique liées à cette suractivité de production, et on commence à en ressortir les effets très forts en France et en Europe. Et on a aussi la problématique des supply chains qui vont être de plus en plus vulnérables. Parce que quand on prend toute l'industrie ou le développement durable qui est lié à l'électrique, on est sur des matériaux comme le cuivre par exemple, ou sur des batteries avec des matériaux où si on projette les volumes à 2030-2035, on va déjà reporter la pollution du pétrole vers les mines et la pollution des mines et la déforestation dans des pays qui sont en voie de développement. Donc on va pas nous être témoins en fait encore de cette ressource. Donc la ressource elle est masquée aujourd'hui. Après on parle de mines dans l'Allier ou de mines en Bretagne. Il y a très très peu probable qu'on en ouvre. Donc on va encore être aveugle par rapport à cette ressource dans laquelle on s'est déconnecté. Et surtout, il n'y aura pas assez de cuivre en fait, pour faire tous nos usages. Et il n'y a aucune aujourd'hui politique d'arbitrage. Donc ça pose la question, moi je trouve à très court terme, quand on se met dans les chaussures d'industriels, il y a déjà une question très très court terme. C'est comment j'arrive à produire avec la hausse des coûts, et avec un canal de Suez qui se bouche, avec la sécheresse en eau. Et donc, comment je vais devoir me transformer pour créer une vraie forme de résilience. Et là, on parle de réduire l'impact, on parle d'écologie industrielle et territoriale. Donc ça, je pense que c'est des axes qui vont être de plus en plus forcés en fait, par la vulnérabilité des chaînes de valeur qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie logique d'optimisation. Après, il y a un deuxième axe qui va aussi apparaître, mais qui est plus dur à faire apparaître aujourd'hui dans les entreprises. C'est que je pense qu'il y a pas mal d'ingénieurs, mais quand aujourd'hui on est sur des formes de consommation exponentielle et de pollution exponentielle, bah, si on optimise de 15-20% la consommation d'eau ou les émissions de CO2, bah, on reste sur des exponentielles. Donc optimiser ne suffira pas. Parce que si on décarbone la vallée de la Chine, on ne change pas comment on source et on ne change pas ce qu'on vend et comment ça termine. Donc c'est une étape nécessaire. Si on optimise l'eau, si on optimise, même si on fait l'écologie industrielle et territoriale, on fera toujours potentiellement le même produit derrière. Et donc la question, ça va être, j'anticipe peut-être un peu sur l'action d'après, mais ça va être aussi comment bifurquer, comment se dire, enfin moi j'aime beaucoup, Suez est dans la salle, Schneider je pense pas, mais j'aime beaucoup ces deux exemples où Schneider Electric, à l'époque où il y avait la vidéo tout à l'heure, c'était un acieriste. Maintenant, il fait des transformateurs électriques et du digital. Suez, c'était une banque d'investissement
qu'ils ont fait le canal de Suez. Maintenant, voilà, on connaît leur activité autour du recyclage et de l'eau. Donc, il y a une échelle de temps qui sera 2030, 2050 ou 2100, où, et en fait, c'est pas... si on se remet dans l'échelle de la Réunion, ou de l'Assemblée ici, que vont devenir ces entreprises? Michelin fait du pneu aujourd'hui. Que fera Michelin en 2050? Est-ce qu'ils font 70% de pneus ou 30% de pneus? Et cette échelle de transformation, elle est fondamentale et elle est très dure à tirer pour les entreprises parce que ça demande un changement de paradigme alors qu'on est... quel résultat on fait en fin d'année, quoi. Voilà. Et donc, c'est comment arriver dans un territoire, comment arriver pour une entreprise à concevoir ces deux échelles de temps et à se mettre en mouvement sur ces deux échelles de temps et sur deux enjeux de transformation. Très bien. Philippe Biowix, je vous ai vu réagir. Oui, bah, je te suis parfaitement, Grégory, sur la question des volumes, l'impasse finalement volumique. C'est-à-dire que si on prend la question des bioressources, typiquement, on a l'exemple tout à l'heure au 19e siècle, en 1853, on disait l'acide sulfurique, alors c'est pour le procédé Leblanc, pour faire de la soude. Les frères Solvay vont arriver qu'une dizaine d'années après, si j'ai bonne mémoire. En fait, c'était pas juste une question de coût de dire que c'était moins cher de faire l'acide sulfurique à partir de pyrite. Était aussi le fait qu'il y avait des conflits d'usage énormes autour de la soude, en l'occurrence autour des salicornes, donc des plantes méditerranéennes. C'est pas pour rien qu'il y avait cette vocation marseillaise du savon. C'était des algues éventuellement ailleurs, un peu en bord de mer. Et il y avait des conflits entre les paysans qui voulaient les utiliser comme amendement des sols, les verreries qui se développaient, et puis les gens qui faisaient du savon, etc. Donc, on s'est extrait, grâce à évidemment l'innovation technologique et les énergies fossiles, on s'est extrait des limites planétaires, on pourrait dire des limites surfaciques, où on utilisait essentiellement des énergies renouvelables et de la production de la terre pour finalement alimenter notre consommation. Et on a pu développer, grâce à ça, les volumes de manière effectivement énorme. Et en voulant se réinscrire dans les limites planétaires, si on veut le faire, on peut le faire, mais il va falloir travailler effectivement la question des volumes, exactement comme tu le dis, Grégory. Alors, pour prendre juste l'exemple des bioressources, bah, il va y avoir d'autres compétiteurs là-dessus. Il va y avoir le carburant pour l'aérien, il va y avoir des matériaux de construction, il va y avoir de la gazéification pour le chauffage, que sais-je, les lubrifiants. Dire, voilà, même s'il y en a des voitures qui sont électriques, il va falloir les lubrifier. Si vous regardez les centaines de millions de tonnes de lubrifiants qu'on utilise dans le monde aujourd'hui. Bon, donc il faut travailler la question des volumes. Alors effectivement, ça touchera la question des modèles économiques. Est-ce qu'on peut produire moins en vendant quelque part plus cher avec plus de gens, parce que finalement, on sait que la ressource, elle est précieuse et on la gâche moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moins de volume? Bah, est-ce qu'on aura besoin d'autant d'acide acrylique pour faire des couches jetables? Est-ce qu'on aura besoin de faire autant de pneus? Tu le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on aura besoin d'autant d'insecticides ou est-ce qu'on aura fait une agriculture plus respectueuse du vivant avec des plus petites parcelles, des haies, etc., qui fait qu'on saura faire finalement de la biolutte? Est-ce qu'on aura besoin d'autant de gaz d'électrodéposition dans l'électronique? Est-ce qu'on vomira toujours des centaines de millions de smartphones chaque année? Est-ce qu'on changera les automobiles aussi souvent qu'aujourd'hui? Ou est-ce qu'elles dureront plus longtemps parce que leur moteur sera électrique, donc finalement, elles pourront durer 20 ans ou 30 ans comme un avion? Est-ce qu'on aura un pic de la construction parce que finalement, on aura eu une stabilisation démographique et de la décohabitation et donc on construira moins et on sera plus à faire de la rénovation? Donc c'est un peu tous ces modèles-là qui vont effectivement potentiellement devoir évoluer. Alors, je ne sais pas si c'est non plus 2050, je le souhaite plus que je ne l'espère, comme disait Thomas More dans l'Utopie. Mais voilà, c'est bien cette idée-là, c'est que si on veut être à iso-volume, ça va être extrêmement complexe. Il y a peut-être deux chiffres qui, de bout en bout, parce qu'il y a à la fois, on consomme dans le monde plus d'1,7 planète pour produire tout ce qu'on utilise. Voilà, et c'est 2,7 planètes en France. On est top en décarbo, etc., mais on consomme quand même 2,7 planètes en France. Donc si tout le monde adopte le modèle français qu'on aime beaucoup, il nous manque il manque quand même une deuxième planète au moins. Et on jette, il y a justement 7,2% de l'économie mondiale qui est circulaire. C'est-à-dire qu'on surconsomme ce que la Terre nous offre et on jette plus de 90% de ce qu'on utilise. Donc en fait, moi, c'est ce qui alors je viens de l'usine et de l'excellence opérationnelle et du lean management. Donc tout gaspillage est une opportunité. Donc moi, quand je vois ça, je suis atterré. Puis la deuxième réaction que ça me génère, c'est qu'en fait, le potentiel d'innovation et de transformation, il est dingue. Nous, dans chaque entreprise dans laquelle on va, on demande où finit ton produit après qu'il est utilisé. Il y en a déjà à peu près 8 sur 10 qui ne sait pas ce que ça devient. Donc déjà, aller explorer que deviennent des lunettes après avoir été utilisées.
on a eu cette édition Agitect au début, où finissent vos colonnes de direction, on ne sait pas trop. Donc allons explorer, donc allons réexplorer les chaînes de valeur, parce que derrière, comme on ne fait pas grand-chose de tous ces produits-là, en fait, on trouve tout de suite des trucs qu'on peut faire. Après, il faut trouver le modèle économique, il faut trouver la façon de transformer peut-être un peu la technique, parce qu'on a peut-être trop scellé les produits, trop mis d'IoT, donc du coup, on ne peut plus le réparer. Donc en fait, on vient même revenir sur des niveaux technologiques un peu avant. Mais du coup, il faut convaincre les consommateurs, c'est un peu moins techno, mais en fait, c'est mieux. Donc, c'est pas facile à passer ça dans les comités d'investissement et d'innovation qu'on désinnove technologiquement pour, ouais, mais du coup, comment on va faire de la marge demain? Donc, il y a tous ces paradoxes-là ensuite dans l'entreprise qui sont impliqués. La culture d'entreprise est touchée aussi derrière. Mais n'empêche qu'il y a ce champ d'innovation-là qui est pas vraiment de la deep tech, qui a l'avantage d'être des horizons d'effectuation qui peuvent être dans les 5 ou 10 ans. C'est possible, quand on sait fabriquer, on sait réparer. Donc on est capable de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Ça rend plus résilient, ça crée de l'emploi, c'est décarboné. D'avoir un produit réparé, c'est 80% moins carboné en général qu'un produit neuf. Donc quand votre client veut réduire son scope 3 dans ses achats, dit moi j'ai une gamme circulaire, c'est moins carboné. Donc en fait, il y a tout un chemin que chaque entreprise doit trouver pour se dire effectivement, je pourrais faire différemment sur ces modèles économiques. Mais c'est vraiment des enjeux assez énormes. Il y a encore peu d'entreprises qui arrivent. Le circulaire, c'est le déchet. C'est ouais, mais le circulaire, c'est le recyclage. Non, le recyclage, c'est l'économie linéaire. C'est ce qu'on met au bout et ça optimise 7%, ce qui n'est pas énorme, quoi. Donc développons toutes les boucles d'allonger les durées des durées de vie par le rétrofit. Alors, Renault Trucks, c'est un des pros sur le territoire. De faire de l'économie de la fonctionnalité. Donc, il y a plein d'exemples qui sortent. Decathlon, Leroy Merlin, dans le retail, ça se développe beaucoup. Petit bateau commence à le faire aussi. Donc on arrive à avoir des nouveaux modèles économiques super intéressants qui sont moins gourmands en termes de matière. Développons le remanufacturing. Emeline, vous en parlez tout à l'heure, le reconditionnement. Là, c'est de l'emploi local, c'est du CAP en électromécanique. Donc c'est génial, on peut former toute une nouvelle génération dans des ateliers qui peuvent être aussi 4.0 parce qu'on a besoin de la data pour faire ça. Donc c'est pas du tout germinal. Et comment sur l'amont, on vient sur des modèles plus régénératifs, comment on se reconnecte, tu parlais d'agroécologie, comment la ressource, on vient se réinscrire dans des territoires et se dire ce que je fais, est-ce que je continue à épuiser des sols ou est-ce que j'en profite aussi pour améliorer la planète, quoi. Et en fait, tous ces champs-là, dans les entreprises, toutes les entreprises qui le font, les gens qui font ces projets-là, il n'y a pas de gestion du changement à faire. Elles sont surmotivées, elles peuvent bosser beaucoup plus pour le faire. Il faut juste qu'il y ait un système dans l'entreprise qui ouvre ces champs d'innovation-là pour progressivement, par étape, par une transition en spirale, progressivement, on fait 5% dans 5 ans, puis on aura déjà un bout, on peut s'appuyer, on peut continuer, on va créer des filières, ça peut prendre du temps, il y a une notion de territoire. Mais c'est un mouvement de transformation qui, si l'entreprise, pour moi, il n'y a pas le choix que de s'engager là-dedans. Je vous connais, juste pour finir, mais c'est une phrase que je dis souvent, mais pour moi, une entreprise qui est linéaire, qui ne sait pas ce que deviennent ses produits, qui ne sait pas vraiment, ça vient de Chine, mais je ne sais pas trop comment c'est fabriqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. Je pense que dans 5 ou 10 ans, si elles n'ont pas bougé, je pense qu'elles vont devenir obsolètes sur leur marché. Leur business model ne pourra soit plus être opéré, soit ils ne pourront plus vendre parce qu'ils seront complètement décalés par rapport à la réglementation, les attentes du marché ou des supply chains qui seront devenus vulnérables. Et à chaque entreprise de trouver son chemin, sa vitesse, mais en tout cas, plus elle y va maintenant, plus elle a des chances de pouvoir être présente dans la veille de la chimie en 2050. Grégory, Philippe, je vous interromps une toute petite seconde. Philippe, vous ne le voyez pas, mais évidemment, Grégory le voit. On est en face d'un public là, assez nombreux qui, comme vous le savez, réunit plusieurs industriels, signataires du Pacte pour l'impact, donc des gens qui ont une conscience, qui ont pris conscience des choses. Je propose qu'on leur passe la parole aussi, parce que vous les interpellez beaucoup. Est-ce que je peux faire une remarque peut-être conclusive derrière Grégory sur... Oui, Philippe. Alors, je suis d'accord sur les business models, je voulais parler un peu... Je voulais parler juste de la question de l'innovation qui me paraît quand même très importante. Alors là, Grégory, tu as décrit une innovation qui est une innovation organisationnelle, etc. Mais on est en train d'appuyer un peu sur le frein accélérateur en même temps parce qu'il y a aussi l'innovation un peu business as usual. Je disais il n'y a pas très longtemps que grâce à l'IA, on allait pouvoir développer des millions de types de produits chimiques différents dont on ne sait pas trop encore à quoi ils vont servir, mais surtout dont on ne sait pas quelle sera leur biodégradabilité, leur impact, etc. Et donc, comment est-ce qu'on sort de cette innovation historique, un peu qu'est la loi de Gabor. Vous savez, Denis Gabor, ce physicien prix Nobel en 71, je crois, qui a inventé l'holographie, qui disait
what can be made will be made, quoi. C'est en gros tout ce qui est techniquement possible, on va le faire. Puis après, on trouvera à quoi ça sert. Et on trouvera des marchés. Et puis d'ailleurs, c'est une manière de monter en gamme finalement et de résister potentiellement à la destruction créatrice schumpeterienne que tu décrivais, Grégory. Et moi, j'ai quand même un problème avec ça parce que voilà, l'emballage de steak qui va changer de couleur pour prévenir que voilà, qu'il faut plus l'acheter. Bah voilà, c'est quand même des produits qu'on va rajouter, etc. Donc il faut qu'on arrive à orienter l'innovation en travaillant sur les rapports coûts-bénéfices, quelque part, comme les économistes, mais cette fois, c'est coûts-bénéfices environnementaux. Pourquoi on développerait ce nouveau truc? Parce qu'il est vachement plus antidérapant, c'est vraiment sympa. Oui, mais si on met en face son coût environnemental et les incertitudes, etc., il y a un vrai sujet. Donc il faut vraiment qu'on oriente l'innovation sur effectivement la question des usages, la question socio-technique, la question de refermer les boucles et de réduire le gâchis, et pas de rester un peu le nez dans le guidon quand même sur 90% du business, sur comment je fais pour développer de nouveaux produits qui vont me faire monter en gamme chez les constructeurs automobiles ou autres. Complètement d'accord. Merci Philippe et Grégory. On n'a pas fini. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui voudrait réagir à ce qui pourrait presque être une interpellation de vos métiers, de vos modèles, de l'avenir que vous nous proposez? Ça remue pas quelque chose en vous, là, peut-être Grégory, qu'est-ce que vous disent les industriels, les chefs d'entreprise, les gens à qui vous parlez? Et je poserai la même question à Philippe tout à l'heure. Et comment ils réagissent à ce que vous leur dites? Moi, j'arrive pas à le faire comme la bonne, la brute et le truand. Il y a pas deux. Enfin, j'en ai 3 types d'entreprises, mais il y a déjà, je pense, des entreprises très visionnaires qui sont des startups industrielles. Je pense que pour créer les nouveaux modèles, enfin, j'en vois plusieurs par ici, on se connaît, mais c'est très dur pour l'entreprise classique de créer un modèle qui potentiellement peut même la disrupter. Donc il y a un rôle qui est très sain dans une économie et dans l'industrie, c'est d'avoir des startups industrielles qui cherchent l'impact environnemental avec des gens qui sont hyper convaincus de l'impact planète. Et ces entreprises, il faut les aider à changer d'échelle et à trouver les partenariats et puis aussi à collaborer avec les entreprises du tissu classique pour pouvoir aussi les aider à se transformer. Après, il y a des entreprises qui sont... Moi, j'étais avec une ETI la semaine dernière qui fait de la pharma, une ETI familiale où en fait la directrice et son équipe disent nous on veut changer notre modèle, on veut faire de la santé donc on ne peut pas polluer, donc on veut changer la formulation de nos produits en pharma. Je dis ça c'est 20 ou 30 ans de transformation à minima et du coup que disent vos investisseurs? Ils disent en fait on est une boîte familiale et dans 20 ou 30 ans ma fille qui reprend dans l'entreprise aura 40 ans et je veux lui léguer une entreprise avec des produits qui seront reconnectés au vivant. Et donc là, on est dans une typologie d'entreprise où on n'a pas la contrainte hyper forte de l'investissement, d'être coté en bourse, où on est capable d'investir sur ces choix-là. Et assez naturellement, si la mission de l'entreprise, qui est une entreprise à mission, est très liée au vivant et à l'écologie, ça peut venir transformer le modèle et c'est des échelles de transformation qui sont assumées et qui sont emballantes pour les équipes parce qu'ils disent waouh, on va inventer l'industrie pharmaceutique des 30 prochaines années. Et après, les entreprises qui sont, elles, un peu plus verrouillées parce que c'est sur des systèmes où il faut sortir les EBITDA de l'année, il y a les objectifs de rentabilité, de coûts, etc. C'est dur de recruter. Et dans ces entreprises, on trouve moi, ce que j'appelle un peu des insiders, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris ces gens de planète, qui arrivent à trouver des voies d'innovation et qui essaient de faire entendre leur voix dans les comités de direction ou dans l'organisation pour que ça devienne un champ d'exploration. Voilà. Et ça, c'est des entreprises où le travail il est à faire avec les comités de direction et les investisseurs. C'est peut-être la prospective, c'est peut-être les projeter dans les 2010, 2020, 2030 sur leur business model actuel. Et que par le haut, il y ait, OK, oui, on a des contraintes de rentabilité, etc., mais il faut aussi ouvrir ce champ d'innovation qui va préparer le futur, même si on est dans une entreprise où peut-être le dirigeant change tous les 5 ans, etc. Et c'est ces entreprises-là où je trouve qu'ils sont souvent les plus grosses, qui, si elles se transforment, ont le plus le pouvoir de transformer la société, la technique, les chaînes de valeur, mais qui ont le plus d'argent pour le faire, mais qui paradoxalement aussi les verrous qui ne sont pas liés aux personnes, qui sont liés au système, qui sont le plus dur à lever. Voilà. Ok. Philippe, vous rencontrez à peu près la même typologie d'interlocuteurs quand vous présentez ces analyses?
Oui, alors bon, globalement, moi je suis un peu déformé parce que comme je suis un peu marqué, voilà, les gens qui viennent à moi potentiellement, ils ont déjà un intérêt peut-être légèrement supérieur à la moyenne. Hein. Donc il faut que je me méfie de ce biais. de cette impression peut-être de la grande vague qui est en train de, voilà, où on y va pour de vrai. Mon feeling, c'est il reste quand même un décalage pour plein de raisons hein, entre les discours, les envies et la réalité. Tu le disais toi-même, Grégory, y compris au sein des organisations, parce qu'il y a des verrous systémiques, effectivement, des verrous fiscaux, il y a plein de choses, mais voilà, moi, il y a 15 ans, on parlait déjà de micro-réacteurs dans la chimie et de chimie du végétal et qu'on allait être au plus près des territoires et du biosourcé. Bon, voilà, avant que le truc devienne majoritaire, j'ai pas eu l'impression qu'il s'est passé tant que ça de choses. C'est pas du tout un reproche, hein, c'est pour plein de raisons. Mais du coup, voilà, c'est potentiellement un peu long au démarrage pour plein de raisons. Ensuite, les organisations, bah, je pense que ce sont, voilà, il n'y a pas les entreprises contre les citoyens ou je sais pas quoi. Nous sommes tous dans les entreprises, on est tous citoyens et on est tous parents. Il y a des envies énormes partout. Je pense que le temps du greenwashing est passé ou est en train de passer. Moi, c'est mon feeling quand même parce que les gens sont bien informés, parce que les jeunes, Emeline en parlait tout à l'heure, ils ont envie de bosser dans des endroits où ils s'engagent, ou qui ont du sens. Donc, il y a la question de la marque employeur, la question de retenir les talents, comme on dit, elle est vraiment de plus en plus importante, elle est prégnante, et donc il faut jouer le truc pour de vrai. Je pense on rentre dans l'âge du faire, sans jeu de mots, enfin du faire F-A-I-R-E, et avec ténacité, parce que c'est pas simple et que ça crée des angoisses, des craintes, des difficultés. Euh, et puis je pense qu'il faut aussi il y a l'enjeu un peu de la résilience. Hein, ça, c'est ce mot qui était déjà un peu à la mode dans les territoires, comme on dit, en 2018-2019, ça montait, puis avec Covid, ça a évidemment explosé. Cette question de, effectivement, comment on encaisse des difficultés de chaîne de valeur, tu parlais du canal de Suez tout à l'heure, et donc moi je pense que par exemple sur la question des chaînes courtes, je ne sais pas si on pourra rapatrier 100% encore une fois non plus des chaînes de valeur, mais on serait déjà capable de faire des chaînes courtes de type biosourcées pour le coup en petite quantité pour des produits hospitaliers et médicaux. Ben voilà, on aurait déjà fait une partie du job, ça serait pas inintéressant. Et puis si finalement on tombe en panne de peinture jaune parce que ça on n'avait pas réussi à la ramener, et ben c'est pas grave, on s'en passera plus facilement que de Doliprane et de masques et de poches de sang, quoi. Donc, donc voilà, il y a beaucoup d'envie, mais moi je sens quand même voilà, au-delà du discours et tous les dispositifs d'appel, etc., c'est bien, ça, il faut y aller comme ça, hein, c'est l'exercice aussi démocratique et économique dans lequel on est, mais ça manque encore un peu de peps de mon point de vue sur des manières d'aller abattre cet énorme gâchis que décrivait Grégory, gâchis de ressources, gâchis d'énergie. Parce que voilà, on n'est pas plus heureux parce qu'on change d'aspirateur tous les 5 ans, c'est pas possible. Alors, j'ai pas pris le smartphone volontairement comme exemple, mais on pourrait trouver d'autres choses qui rendent heureux sans changer son smartphone aussi. Voilà, il faut absolument qu'on ait des visions systémiques, consommateurs-producteurs, et être moins de nez dans le guidon qu'aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Grégory, un Je petit pense, mot. enfin, tu fais bien. Ouais, juste moi, Ouais, ça serait peut-être ma conclusion, mais je pense qu'il y a ce que je retiens, il y a quand même deux. Enfin, il y a un potentiel, un gâchis, mais du coup un potentiel énorme pour se transformer. Et je pense qu'il y a fait ces deux horizons de temps, l'horizon de la résilience très court terme, de transformation, relocaliser, sécuriser ces chaînes de valeur, retrouver une notion de territoire et de réindustrialisation. Ça, je pense que c'est bien engagé. La décarbonation aussi, heureusement qu'on le fait. Par contre, il y a quand même encore un défaut. Donc ça, il faut l'engager. Mais il y a aussi cette deuxième échelle de temps qui est peut-être... je pense. moi, je ne sais pas si Renault fera encore des SUV en 2035, parce que je ne sais pas s'il y aura assez de matière, si on pourra encore vendre des SUV, on pourra même les acheter, tellement ça coûtera cher. Mais ce n'est pas forcément 2050, ça, c'est dans 10 ans. Mais créer la bagnole qui fera qu'on... C'est maintenant que ça commence. Et cette échelle de temps-là, qui a 10 ans, c'est celle qui demande encore d'être le plus tirée. Parce que la loi industrie verte n'est pas suffisante, la décarbonation ne sera pas suffisante, et les contraintes de nombreuses entreprises ne sont pas encore assez fortes pour qu'elles en s'y suffisamment. Et je pense que c'est l'enjeu pour les transformations, c'est d'articuler les deux. Philippe et Grégory, on a une question Oui, dans la salle. Je demanderai si on peut ouvrir le micro à chef, s'il vous plaît. Ça marche. Oui. Bonsoir. On vous Oui, entend bonsoir. très bien, ouais. Jérôme Jeuneste, président de France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques commentaires. Bon, je pense que c'est un peu caricatural, les chercheurs qui cherchent des molécules et qui ensuite réfléchissent à quoi ils servent. Je pense que ça fait quand même longtemps que dans l'industrie chimique, on n'a plus les moyens, pour être très clair, d'avoir ça, et heureusement. Je pense qu'aujourd'hui,
toute notre filière est engagée. Enfin, merci pour cet événement et je pense que c'est important effectivement de partager ça. Je pense que la plupart de nos chercheurs cherchent justement des produits qui participeront à la décarbonation de l'économie et c'est bien ce sur quoi on est orienté. Et ça, je pense que c'est important, décarboner. Dans notre filière, dans notre industrie, personne n'a de doute. Personne ne se pose de questions. Voilà, dans nos bureaux, dans nos conseils d'administration, il n'y a personne qui se dit « mais non, ça n'existe pas, mais non, le réchauffement climatique n'existerait pas ». Enfin, soyons très clairs, je veux dire, et je pense que c'est probablement vrai en Europe et dans toute l'Europe. On est dans une filière qui est engagée, qui est extrêmement secouée. Maintenant, on doit décarboner et on avance. Et je suis assez d'accord avec vous, on n'est plus dans le greenwashing. Je pense que les choses ont fondamentalement changé depuis 4-5 ans. On doit décarboner, on avance, on est accompagné par les services de l'État, par la métropole, voilà, suivant les territoires, les choses avancent très bien. En même temps, on doit réduire nos consommations d'eau parce qu'on voit déjà dès aujourd'hui et plus vite que ce à quoi on s'attendait les conséquences du réchauffement climatique sur la ressource en eau. En même temps, il faut relocaliser parce que c'est en produisant en France qu'on décarbonera, parce qu'il faut parler empreinte carbone et pas uniquement émissions. Effectivement, on a peu d'émissions en France, mais on importe énormément de produits carbonés. On fait tout ça, et on fait tout ça dans un contexte international compliqué, avec, voilà, avec certains continents. Enfin, on le parlait tout à l'heure, c'est Madame la Préfète qui en parlait. Les États-Unis n'ont pas d'état d'âme pour aider son industrie, pour protéger également des importations. Voilà. On aimerait parfois que l'Europe fasse de même et qu'on soit un peu plus courageux. Mais voilà, on avance, tout le monde sait où il faut avancer. Je pense probablement qu'il faut aller beaucoup plus vite, mais dans un contexte extrêmement compliqué, avec finalement plein de prérogatives qui parfois sont contradictoires. Et vous parliez de résilience, on voit une vallée de la chimie qui a 170 ans. Bon, on espère que dans 170 ans, nos enfants seront là avec une autre chimie, une chimie différente, une chimie très, très décarbonée, orientée vers les produits de demain. Mais il faut qu'il y ait cette résilience et pour ça, il y a cette compétitivité internationale, cette compétition internationale. Voilà, ce n'est pas toujours très simple. Encore une fois, je pense qu'on a certains continents, on parlait de la Chine, les États-Unis, qui ont moins d'état d'âme que l'Europe pour aider à avancer, pour protéger. Il faut que les produits, il faut que le consommateur impacte tout ça. Il faut qu'en fait un produit décarboné se valorise, qu'un produit recyclé se valorise et que tout ça dans la chaîne de valeur, ça coûte plus cher, ça se vend plus cher. Il ne faut pas que ce soit comparé à un prix qui est fabriqué dans d'autres conditions, dans d'autres continents. Voilà. Merci. Philippe Biwix, je vous voyais réagir. Non, oui, je ne faisais pas de procès d'intention sur la recherche qui ne sert à rien, bien sûr, mais je sais qu'il y a des cas où ça fonctionne comme ça, mais on ne pourra pas discuter de ça autour d'un verre. Mais oui, je hochais notamment sur la question du soutien réglementaire, du soutien fiscal, de la question effectivement des mécanismes d'ajustement aux frontières, qui ne sont plus aujourd'hui un gros mot au niveau de la Commission européenne. Ça va se mettre en place. Alors d'abord doucement et sur quelques grands produits emblématiques de type acier, ciment, etc. Je n'ai pas suivi s'il n'y avait pas d'un peu de produits chimiques de base ou d'intermédiaires qui étaient dedans, mais c'est clair que si on veut mener notre transition sans casser les reins à nos acteurs économiques, il faut effectivement arrêter d'être le dernier continent à ne pas faire du protectionnisme outrancier. Alors on peut ne pas appeler ça protectionnisme si on a peur du mot, mais en tout cas c'est bien ça que ça veut dire, c'est d'être capable de réintégrer aux frontières. Alors, avec toute la complexité que ça a, évidemment, sur des chaînes de valeur extrêmement diversifiées, mais être capable de venir réintégrer les conditions sociales et environnementales dans lesquelles ont été produits ces objets ou ces matières à l'extérieur de l'Europe. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On aura vraiment défriché votre vision et votre analyse, et puis la réponse aussi de l'industriel à travers monsieur qui peut aussi les représenter en quelque sorte. C'est un temps formel qui s'achève. Alors Philippe Biwix, j'avais prévu de dire que vous seriez avec nous encore pour le cocktail, etc., et qu'on pouvait vous interpeller, discuter avec vous. Ce ne sera pas le cas. Ce sera Grégory qui restera avec nous et qui peut, comme ça, dans un temps un peu plus informel, un peu plus léger, peut-être échanger et continuer ce que vous avez commencé à faire tout à l'heure sur le rooftop. Merci beaucoup Philippe Biwix, on vous fait une grosse bise si je peux me permettre et on vous souhaite un bon rétablissement. Merci Grégory. Merci. Bonne soirée. Une dernière fois, le regard de notre facilitateur graphique, Geoffroy Lefort, sur cette séquence, pendant qu'Emeline Baume nous rejoint pour conclure cette soirée. Voilà les perspectives d'avenir telles que les voit Geoffroy sur la question des ressources vers 2050 et au-delà. Tout gaspillage est une opportunité. Le temps du greenwashing est passé. Ça, on l'a bien compris. Je crois que tout le monde est d'accord. Il faut changer maintenant pour être toujours présent demain. Merci beaucoup Geoffroy pour ce regard
Emeline Baume, Madame la vice-présidente, un petit mot de conclusion pour cette belle soirée avant de passer à une photo de famille des signataires du Pacte pour l'Impact. Alors, une phrase et un mot. La phrase qui regroupe à peu près tout, c'est nous nous engageons ici à compter ce qui compte vraiment. Comme ça, celles et ceux qui veulent voir le sujet emploi voient le sujet emploi. Celles et ceux qui veulent voir le sujet matière, matériaux, ressources eau voient ce sujet-là. Celles et ceux qui ont envie de voir des dispositifs type TVA circulaire, protectionnisme aux frontières de l'UE, le voient vraiment, mais comptons ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment ici, c'est qu'il y a plus de 40 organisations communes industrielles qui ont signé ce pacte pour l'impact. Ce qui compte, c'est qu'il y a presque 900 entreprises qui spontanément ont rempli un outil de mesure quel impact. Ce qui compte, c'est qu'en 2026, on aura accueilli dans un immobilier des jeunes entreprises innovantes qui faciliteront la circularité et la décarbonation sur ce fameux site sous Gournay, plus d'emplois qu'un seul industriel qui avait prévu de venir. Donc, comptons ce qui compte vraiment. On commence par le montrer ici. Donc, venez ici, celles et ceux qui s'engagent à nos côtés. Et puis, merci. C'est tout simple, mais tout ça, ça n'existerait pas si on n'avait pas des agents du service public, des hommes et des femmes qui bossent sur ce commun. Je sais que dans vos organisations et dans les filières, entre autres Franchimie, Unitex, l'UIMM, vous travaillez. On a besoin de ces hommes et ces femmes qui nous facilitent ce commun. Donc, merci aux équipes aussi, que ce soit celles de l'État, de la métropole ou des filières, des pôles de compétitivité ou des clusters, de l'association la DDVC, entre autres. Mais il y a aussi d'autres associations d'entrepreneurs sur les différentes communes concernées. Merci, et puis surtout discuter après. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. On vous invite, les entreprises signataires, les représentants des signataires du Pacte pour l'Impact, on vous invite à nous rejoindre sur scène. On va faire un peu de propre, on va dégager quelques chaises, et puis on va faire une grande photo avec Anaïs, qui est là-haut et qui va faire une petite photo